qu'ils utilisent les écoles et les établissements civils pour pouvoir, avec des civils dedans, comme les hôpitaux, pour mettre du matériel et du personnel militaire. Donc à partir de ce moment-là... Comme le fait le Hamas d'ailleurs. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on se retrouve dans cette situation où, que ce soit une cible qui soit sur des cibles civiles qui soient dissimulées, donc les Américains, ou que ce soit eux-mêmes, la conséquence ramène à la même chose. C'est que de toute façon, ils ont des boucliers humains et que partout où ils peuvent, ils utilisent ces boucliers humains, et la vie humaine d'un individu ne compte pas pour eux, même des enfants. Allez, Sean, parce qu'on ne vous a pas encore entendu, et je vous prie de m'excuser, vous le savez forcément au vu de l'actualité, ça bouge assez vite, mais une petite réaction effectivement sur cette information. Donc je le rappelle, Donald Trump qui assure que l'Iran a bombardé une école iranienne, donc qui a donc bombardé l'une de ses propres écoles du côté de la ville de Minab. Les autorités iraniennes parlent de plus de 150 morts. Oui, alors au-delà de cette horreur qui malheureusement fait partie de la guerre, j'aimerais revenir sur Donald Trump parce que c'est en fait dans cette histoire, c'est Donald Trump le game changer, parce que je rappelle, il a quand même fait élection, il a mené ses élections sur faire exactement l'inverse. Donc, pas d'intervention au Moyen-Orient, et là justement, on a vu toute cette semaine une certaine escalade. Et moi, ce que je pense, c'est que Donald Trump mène cette escalade parce que il est à son deuxième mandat. Donc aux États-Unis, on sait, il n'y a que 3 mandats présidentiels. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que politiquement, mis à part les élections de mi-mandat en novembre, il y aura moins de conséquences pour lui, mais également, lui, Donald Trump, réfléchit à son héritage politique. Il joue son héritage politique en Iran. Et Donald Trump, lui, il veut rentrer dans l'histoire, dans la grande histoire. Et qu'est-ce que le régime des Mollahs, vous l'avez dit tout à l'heure, le régime des Mollahs, c'est un des derniers totalitarismes du XXe siècle. Vous l'avez rappelé, ils sont arrivés au pouvoir en 1979. Et Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est entrer dans la grande histoire, tel Ronald Reagan, qui est rentré dans la grande histoire en luttant contre l'URSS, et également Franklin Delano Roosevelt en luttant contre les totalitarismes nazis et japonais. Donc il veut rester dans les pages de l'histoire et obtenir peut-être son prix Nobel qu'il n'a toujours pas obtenu d'ailleurs Donald Trump, mais c'est vrai qu'il y a eu le Venezuela, maintenant l'Iran, et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la soirée, puisqu'il a évoqué aussi le cas de Cuba. Mais bon, ça sera peut-être un peu plus tard dans la soirée. J'aimerais effectivement, si on a l'occasion de retrouver Vincent Gelot, je ne sais pas si la communication avec Vincent a été rétablie. Je ne sais pas si vous m'entendez, Vincent ? Je vous entends parfaitement. Alors là, on vous entend beaucoup mieux, effectivement. Donc on parlait de la situation sur place, puisque je rappelle, vous êtes à Beyrouth, vous êtes au Liban. Les frappes se poursuivent pour neutraliser le Hezbollah, des frappes israéliennes et américaines, mais surtout effectivement israéliennes. Vous nous parliez de la situation sur place. On rappelle quand même qu'il y a eu plus de 450 000 déplacés. C'est quasiment un Libanais sur 10 qui a dû se déplacer, qui a dû quitter ce sud-Liban pour rejoindre les terres qui sont situées. Sortir. En tout cas, de la part de Moscou, il n'y a pas de volonté d'engagement supplémentaire, si ce n'est des condamnations fermes, pour reprendre un langage cher au multilatéralisme, ou ce qu'il en reste aujourd'hui. Il en est de même pour Pékin, qui surveille évidemment de très près la fermeture du détroit d'Ormuz et qui espère bien que tout ça sera réouvert rapidement et que l'Iran ne deviendra pas un boulet plutôt qu'un allié. C'est le point de bascule, effectivement, de la part de ces pays dans leur soutien, qui montre à quel point, au-delà de l'anti-occidentalisme, il n'y a pas tant de choses qui les rapprochaient en réalité, que ce soit Bachar el-Assad, que ce soit Ali Khamenei, Vladimir Poutine et le président Xi Jinping. On est dans une situation où ce qui les unissait le plus, évidemment, c'était la lutte contre Israël et la lutte contre l'Occident et les Américains. Maintenant que tout ça est globalement décousu, je pense que la Russie, évidemment, a d'autres priorités pour l'instant, continuer d'ailleurs à damer le pion à Kiev et continuer à prendre de l'avance sur le terrain russo-ukrainien, plutôt que de s'engager au Moyen-Orient, où la Russie est dans une grande difficulté depuis des années. Merci beaucoup Sébastien Boussois d'avoir patienté effectivement et d'avoir été avec nous ce soir pour réagir aux déclarations de Donald Trump. D'ailleurs, et on va dire aussi ce qu'a dit Donald Trump au sujet de la Russie, c'est qu'il dit s'ils donnent des informations, ils sont pas très bien renseignés. C'est ce que dit Donald Trump en substance. Oui, mais ce qui est intéressant ici sur le cas de la Russie, donc ce qu'on nous rapporte, c'est que la Russie fournirait du renseignement
aux Iraniens. Et ça, en fait, ça nous illustre l'architecture de la guerre moderne. Donc, en fait, aujourd'hui, deux puissances nucléaires ne peuvent pas se faire la guerre. Donc, si on regarde un autre front en Ukraine, les Ukrainiens arrivent à tenir grâce aux renseignements américains. Et ensuite, maintenant, on le voit en Iran, les Iraniens arrivent à frapper des cibles américaines dans le Golfe. Je le rappelle, il y a quand même des cibles américaines qui ont été touchées dans divers pays du Golfe. Ce serait apparemment grâce à ce fameux renseignement russe. Et ce que ça nous montre aujourd'hui, en fait, c'est que les grandes puissances utilisent des logiques de proxy. Donc, ils veulent utiliser un pays tiers pour, en fait, s'affronter indirectement. Donc l'Iran est un proxy de la Russie. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Si le renseignement russe permet aux Iraniens de répliquer et de frapper des cibles américaines, oui, c'est une logique de proxy. Derrière, ça arrange les Iraniens, mais également les Russes. Yerbot, je vous vois faire la moue. Mais... Je sais pas, parce que c'est avec les armes... En tout cas, on est loin de cette image de Donald Trump oui, et parce que Vladimir c'est avec Poutine. les armes iraniennes que la Russie se bat contre l'Ukraine aussi. Donc, entre qui est le proxy de l'autre, c'est des alliés. Mais cette information, elle est intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a les avions qui sont partis, mais il y a eu d'autres événements depuis quelques semaines avec d'alliances ou de collaboration avec les Russes. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est installé. Oui. Les potentialités qui existent en Iran même. Donald Trump retrouve la raison, Sean, en disant pas d'opération terrestre avec les Kurdes irakiens et Kurdes iraniens, mais effectivement qui représentent les combattants. Hein. Je parle quelques milliers d'hommes peut-être, mais voilà, effectivement face aux gardiens de la Révolution. C'est peut-être même moins, effectivement. Il y a quelques milliers d'hommes. C'est ça que, oui, voilà, on va dire quelques milliers. On n'a pas le chiffre exact, c'est très compliqué, effectivement, mais bon, face aux gardiens. D'hommes et de femmes. Pardon ? D'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes, exactement, puisqu'il y a énormément de femmes. Des combattantes. Vous avez raison de le préciser, effectivement, mais bon, c'est vrai que face aux gardiens de la Révolution, c'est pas forcément le poids, mais en tout cas, voilà, Donald Trump ne veut pas armer les Kurdes, hein, il le dit très clairement. Ouais, c'est intéressant parce que Trump fait face à un paradoxe. Pour débloquer la situation, déjà parce qu'on remarque que le régime des Mollahs n'est pas tombé encore. Et ensuite, donc Trump, je vois deux choix. Le premier, c'est soit reprendre les négociations, donc renégocier un fameux deal ou un accord avec le régime des Mollahs, mais ça, il perdrait sa crédibilité au niveau international, donc face aux puissances concurrentes comme la Chine de Xi Jinping ou la Russie de Vladimir Poutine. Donc ça, il ne peut pas se le permettre, car ce serait une humiliation internationale. Le deuxième choix ou la deuxième option, c'est justement celle d'armer soit des forces proxy, soit à terme envoyer l'armée américaine en Iran. Car on n'a jamais vu un changement de régime s'opérer à travers uniquement des frappes aériennes. Et donc c'est ce paradoxe que Trump va devoir résoudre, sachant que selon un sondage CNN de cette semaine, seuls 41% des Américains soutiennent son action en Iran. Donc pour le moment, voilà, c'est compliqué pour lui, voire impensable d'envoyer l'armée américaine. Oui, donc ça serait très compliqué, effectivement, ce genre d'opération. Yerbod, et puis après je reviens vers vous, Zouer. Moi, je voulais juste revenir sur les Kurdes. Parce que depuis un certain... Bien évidemment. Sean, et puis après, un mot quand même sur le carburant aussi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer. Il nous restera quelques minutes, mais c'est une situation aussi qui inquiète les Français, forcément. Sean. Moi, rapidement, je vais me faire en quelque sorte l'avocat du diable et je vais tenter de décrypter la position française au Moyen-Orient. Et je réagis à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous ne compreniez pas pourquoi un pays comme la France peut garder des relations ou maintenir des relations diplomatiques avec le régime des Mollahs en Iran. Moi, la posture française, je la vois comme une sorte de tentative d'Emmanuel Macron d'incarner une sorte de posture gaulliste ou gaullienne. Au Moyen-Orient, c'est incarner une forme de troisième voie où elle soutient ses alliés, mais également essaye de ménager en quelque sorte peut-être une politique arabe historique que la France menait au Moyen-Orient. Oui, c'est le en même temps. Ouais, ou une posture gaullienne en termes de relations internationales. Là, on est... Mais la politique arabe ou pro-arabe, aujourd'hui, le régime islamiste, il est en train d'attaquer justement les pays arabes du Golfe Persique. Donc, il faut qu'on se réveille. Moi aussi.